Super. Messieurs, dames, bonjour, nous allons commencer. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue, bonjour à notre invité, Jean-Michel Durafour. Donc nous allons commencer ce matin pour la 3e séance de la chaire de Jean-Michel Durafour, consacrée donc au concept d'éconologie et ses multiples ramifications, des aspects dans le cinéma, dans la peinture et dans d'autres domaines que nous allons encore découvrir aujourd'hui. Donc pour ce matin, ce sera la même configuration qu'hier. Donc une séance de 3 heures ce matin, 3 heures cet après-midi. Donc avec un exposé, puis des questions, réponses, selon les modalités temporelles qui s'iront à notre orateur. L'état de fatigue. Et l'état de fatigue, qui nous renvoie tous à notre corporéité, n'est-ce pas ? À notre nature biologique. Oui. Et donc, cette 3e séance devait être consacrée initialement donc, à anthropologie, biologie, la nature-culture des images, mais il semblerait que le thème se soit un petit peu restreint pour des raisons d'économie temporelle, je dirais. Donc je vais vous laisser l'expliquer mieux que moi. Et je vous remercie encore une fois beaucoup pour votre présence Merci et votre travail. Oui, j'ai un petit peu réduit. J'avais un long développement sur Lovecraft que je laisse à, peut-être, je l'espère, à d'autres modalités. Alors, hier matin, je reviens juste sur 2-3 choses. Hein, je rappelle, pour les remettre en mémoire, mais je pense que vous n'avez pas oublié ça tout à fait, que je rappelle les deux postulats principaux de l'éconologie, hein, c'est-à-dire, d'une part, l'idée que les images perçoivent, pensent et se pensent entre elles et en rapport avec d'autres images, et surtout des non-images, sans avoir nécessairement à passer constitutivement par l'être humain. Savoir qu'il existe un autre côté phénoménal par rapport à ma perception des images. Postulat que j'avais plutôt fondé, avec beaucoup de guillemets, ou rapporté à la phénoménologie husserlienne. Husserl intervenait hier dans mon propos pour essayer de donner une assise peut-être parmi d'autres, hein, mais voilà, c'est celle que j'ai choisie de ce postulat. Et puis l'autre postulat, beaucoup plus radical, hein, qui ne pose pas simplement la question d'un autre côté relatif, mais d'un autre côté absolu. Hein, c'est-à-dire que c'était le postulat qui voulait que si le tout de l'image n'est pas dirigé vers nous, alors une grande partie de l'image échappe à notre perception, et c'est là qu'intervenait, vous vous souvenez plus précisément, Heidegger. Voilà, ce dialogue entre Husserl et Heidegger dont j'avais parlé hier matin. Et donc toute la question de l'éconologie, finalement, qui est une question sans réponse, qui est une question à la limite d'ailleurs de la formulabilité et de l'intelligibilité, c'est celle des aperçus, et donc nécessairement des déformations, des incomplétudes, des énigmes peut-être, hein, qu'on peut malgré tout peut-être avoir dans certaines circonstances sur ces autres côtés, hein, donc soit le relatif, soit l'absolu, ce qui d'ailleurs ne préjuge absolument pas que ça soit plus facile pour le relatif que pour l'absolu. Hein. Et c'est là que, bon, je n'y reviens pas, hein, mais c'est là que le cinéma, pour moi, joue un rôle essentiel. Donc je vais revenir sur, évidemment, ces questions cinématographiques, avec d'autres exemples ce matin, autour
d'une question un peu traversante que pour l'instant je n'ai pas abordée. J'ai parlé d'image comme de soi, comme de sujet, mais on n'a pas encore abordé cette question de manière un peu directe, alors qu'elle est quand même beaucoup à la mode aujourd'hui dans les discours sur les images. C'est celle de ce que l'on a coutume d'appeler la vie des images. Bon, est-ce que ça a un sens, ça, ou pas ? On verra que pour moi, le sens n'est pas tellement un sens de contenu, c'est plutôt un sens de méthode, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut aller du côté de la biologie pour emprunter, transformer quelques éléments méthodologiques qui permettent de penser les images peut-être d'une autre manière, sans tomber dans les travers analogiques d'une vie des images peut-être un peu excessive. Et d'ailleurs, on va repasser par Warburg pour penser ça un peu comme une espèce, encore une fois, d'ancêtre de l'éconologie. Alors, je commence avec une intuition, peut-être, une hypothèse, pour essayer de resituer un peu à la fois Warburg et l'émergence du cinéma, qui se situe chronologiquement dans une certaine forme de contemporanéité, qui va venir d'ailleurs retrouver une autre contemporanéité qui est précisément le biais biologique par lequel je vais passer, à savoir l'invention de la génétique. Et je commence donc par poser une hypothèse, lancer une suggestion, que durant toute la seconde moitié du XIXe siècle et les premières décennies du XXe, il y aurait une révolution épistémique et anthropologique sur laquelle on n'a pas insisté suffisamment, me semble-t-il, jusqu'à présent, qui a bouleversé tous les champs des savoirs théoriques et des pratiques artistiques, et qui est, qu'on pourrait désigner par justement une révolution de l'autre côté. C'est-à-dire cette idée que la réalité n'est pas sommable, hein, et qu'il y a toujours une autre face qui nous échappe, que cette autre face s'inscrive dans le champ phénoménal ou pas, hein, ça dépend des discours concernés. Révolution que j'ai appelée parfois tournant virtuel ou virtual turn. Je ne sais pas si c'est une expression qui est tout à fait correcte, mais disons qu'elle permet de mettre en avant aussi cette dimension virtuelle du réel qui ne peut pas être actualisée dans une perception. Alors, à la même époque, on peut... Alors, je vais donner 3 exemples qui sont très bien connus. Hein, je n'invente rien là-dedans, mais enfin, pour alimenter cette idée que, il n'y a pas que le cinéma, ou que la phénoménologie husserlienne, ou heideggerienne, ou l'iconologie warburgienne qui sont concernés par ce tournant virtuel, donc, hein, ce tournant de l'autre côté, pourrait-on dire peut-être plus justement. Par exemple, c'est ce qu'on trouve dans le développement des géométries n-dimensionnelles, hein, mon cher Riemann, d'autres mathématiciens, durant toute la deuxième moitié du XXe siècle. Je faisais référence au film de Pinlevé hier, j'ai rajouté ces petits photogrammes pour que vous en ayez un aperçu. Géométrie n-dimensionnelle, donc, vous le savez, dans lesquelles des objets existent dans plus de dimensions spatiales que les 3 de notre expérience humaine possible. Si nous pouvons penser de tels objets, nous ne pouvons absolument pas nous les représenter. Et
nous n'en pouvons percevoir et donc connaître que ce qui traverse, disais-je dans la discussion hier, ce qui traverse notre plan d'expérience. Donc il y aurait, vous voyez, toute une dimension des objets qui nous échappe, c'est-à-dire celles qui sont au-delà des 3 dimensions, de même que pour des êtres qui vivraient à plat sur une feuille, c'est dans le fameux film de Pinlevé, la 3e dimension reste tout à fait inaccessible. C'est cette conviction aussi, me semble-t-il, qui anime l'hypothèse freudienne de l'inconscient, selon laquelle, vous savez ça, disons, pour faire vite, la plus grande partie de notre vie psychique nous serait à jamais inaccessible, puisque l'inconscient ne peut pas devenir conscient sans s'annuler, et que connaître, c'est toujours être conscient de savoir. Et donc de l'inconscient, s'il existe, puisque ça n'est chez Freud qu'une hypothèse, nous ne pouvons jamais connaître que des traductions partielles et infidèles. Et Freud, d'ailleurs, a lui-même recours pour désigner le nouveau champ épistémologique qu'il ouvre à l'expression de psychologie des profondeurs. Ça se trouve dans l'article L'inconscient de 1915. Comme s'il y avait une espèce de fosse des Mariannes de notre esprit, un abysse auquel, par définition, on ne pourrait pas avoir accès en tant que tel. Et c'est toujours, dernier exemple, cette même conviction, me semble-t-il, peut-être plus intraphénoménale que dans le freudisme, puisque dans le freudisme, on ne peut pas avoir du tout accès, mais qu'on rencontre dans le cubisme pictural, intraphénoménal, évidemment, pour des raisons qui sont liées au médium de la peinture, incontestablement. Comme ça se rencontre donc chez les peintres cubistes qui ont cherché soit, alors je vous ai mis 2 exemples, soit à spatialiser ce qui dans le régime sensoriel humain ne peut être perçu que dans le temps et la succession, comme c'est le cas chez Picasso, à savoir faire voir en même temps l'autre côté des objets, tendance que Picasso radicalisera par la suite sous d'autres modalités, soit, comme ça se passe chez Braque, de manière un peu différente, à rendre sensible ce qui de l'espace échappe à notre perception anthropique, et donc plutôt chercher à matérialiser l'espace vide entre les objets. Mais c'est sur un autre de ces discours que je vais donc mettre l'accent, mais qui s'inscrit, me semble-t-il, tout à fait dans cette convergence d'une révolution intellectuelle de l'autre côté, même si c'est un discours dont on verra que le rapport à l'autre côté est peut-être historique, mais que par la suite, il l'est sans doute moins, compte tenu d'un certain nombre de développements technologiques. Alors, je repasse par Warburg assez longuement, parce que, me semble-t-il, c'est chez lui que quelque chose de ce rapport, de ce fameux discours que je n'ai pas encore nommé, ou que j'ai déjà nommé tout à l'heure, peut-être un peu rapidement, qui est la génétique, la biologie génétique. Il me semble que c'est chez Warburg que quelque chose s'invente à ce moment-là, et qui n'a pas été vraiment souligné chez Warburg, parce que souvent les commentateurs warburgiens s'intéressent à d'autres choses. On a vu un peu hier, si vous voulez, l'idée que la science de la culture Kulturwissenschaft d'Abi Warburg, atteste d'un lien nouveau entre la science sans nom des images,
reprendre la formule de Robert Klein, en disant l'iconologie pour faciliter la compréhension, et la biologie. Vous vous souvenez de la fameuse formule de Warburg sur laquelle j'avais insisté hier matin, hein, il s'adresse à l'image. Tu vis, mais tu ne me fais rien. Et évidemment, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'est-ce que c'est que ce Leben de l'image, quoi. Qu'est-ce que dit Warburg quand il dit de l'image qu'elle vit, du Lebst. Alors, du coup, je passe tous mes exemples Lovecraftiens, pour en venir donc à ce moment que j'appelle l'événement biographique chez Warburg. Alors je voudrais commencer par citer une note de Gertrude Bing, vous savez, une des élèves les plus importantes de Warburg, qui se trouve, formule de Bing, qui se trouve dans les toutes dernières lignes de son dernier manuscrit sur Warburg, un peu comme au bout de tout ce qu'elle a pu dire sur son maître. Et elle écrit la chose suivante. Warburg tente de trouver une formulation pour le processus de mise en forme qui le rapproche des phénomènes vitaux organiques de la biologie. Organique est entre guillemets. Alors, d'un côté, je vais y revenir, cette formule n'a pas grand-chose d'original à une époque qui est intellectuellement, et Warburg n'y échappera pas, profondément marquée par la révolution darwinienne depuis la publication de l'origine des espèces en 1859, et ce d'autant plus que Darwin lui-même s'est intéressé à la question des images, et des images humaines, par la suite. Alors comment ça se présente chez Warburg? Je dirais en 3 étapes. Petit a, petit b, petit c. D'abord, répertoire et biologie. C'est en effet d'abord du côté du vivant que Warburg trouve un lexique. Donc là, je ne parle pas encore de concepts ou de pensées spéculatives sur la vie des images. Je parle uniquement de terminologie, peut-être de métaphores, d'images, pour parler des images. Enfin, c'est du côté du vivant, je vais vous en montrer un certain nombre d'exemples, que Warburg trouve un lexique tout prêt à l'emploi, d'une certaine façon, pour penser autrement les images. Donc, vous voyez, d'abord, la biologie intervient, ou le lexique biologique intervient chez Warburg pour démarquer le propos sur l'image d'un autre type de discours, sans pour autant fonder encore positivement une manière biologique ou vitale, avec les guillemets utilisés par Gertrude Bing, des images. Ainsi, par exemple, Warburg écrit que les esthètes hédonistes, ce qu'il appelle les esthètes hédonistes, auxquels il s'oppose, ceux qui ne s'intéressent qu'aux apparences sensibles des œuvres d'art, eh bien, je le cite, se contentent d'une flore composée de plantes les plus belles et les plus odorantes. Vous voyez ici la métaphore. Et il se contente de cette flore
donc lexique botanique, au détriment, écrit-il, d'une physiologie du cycle végétal et de la montée de la sève. Vous voyez donc le cycle végétal et la montée de la sève qui serait à l'œuvre dans l'image, phénomène que pour bien les appréhender, il faut, dit-il, recourir à ce qu'il appelle une pensée des racines souterraines. Donc vous voyez, opposition entre la floraison superficielle et les racines souterraines. Ça ressemble un peu à du Bergson. On trouve ça dans l'introduction à l'Atlas Mnémosyne. On trouve, et c'est l'extrait que je vous ai mis à l'écran, dans un texte moins connu que l'introduction à l'Atlas Mnémosyne, le même usage métaphorique, dans une ébauche de correspondance fictive avec André Jolès, à propos du motif visuel de la nymphe dans la Renaissance italienne. Et voilà ce qu'écrit Warburg. « Je comprends que tu ne saches pas ce qu'il y a derrière cette image. Pour cette raison, j'essaierai de tourner mon regard philologique vers le terrain d'où elle provient en me demandant avec étonnement, cette plante curieuse et délicate plonge-t-elle vraiment ses racines dans l'austère terre florentine ?» Alors Carlo Severi, l'anthropologue Carlo Severi, a également souligné dans cet usage métaphorique l'influence sur Warburg, en passant des idées aux images, des anthropologues taxinomistes, que Severi appelle les biologistes de l'image, que sont, à la même époque, Hjalmar Stolpe ou Augustus Pitt Rivers. Pitt Rivers écrit notamment la chose suivante dans ses Principles of Classification de 1875. Les idées humaines sont susceptibles d'être classées dans des espèces et des variétés générales de la même manière, vous voyez qu'on est encore dans un discours analogique, que les produits des règnes végétal et animal. Donc vous voyez qu'à ce stade-là, chez le réformateur de l'iconologie moderne, la vie des images commence par n'être qu'une image, mais elle n'est déjà peut-être pas tout à fait que cela. Pointe déjà à ce stade, plus qu'une simple analogie de procédure entre anthropologie et iconologie. En effet, parler de survivance des images, de Nachleben, serait-il envisageable s'il n'y avait pas d'abord une vie des images qui soit plénière et pas seulement métaphorique? On sait qu'interné dans la clinique de Binswanger, Warburg parlait aux images et aux papillons de nuit, et qu'il s'en est d'ailleurs souvenu lorsqu'il en est venu, après son retour dans le monde civil, au projet d'un atlas d'images prenant la forme de planches noires sur lesquelles des photographies punaisées et mobiles étaient montées, photographies que Warburg désignait sous l'appellation de papillons, puisqu'il pouvait les déplacer à sa guise sur les planches. L'iconologie des intervalles de Warburg, iconologie des intervalles, c'est une expression que Warburg emploie lui-même dans son journal romain, est d'abord celle des battements d'ailes des insectes. Et comme le fera remarquer Philippe-Alain Michaud, qui aura une lecture pré-cinématographique du geste warburgien, le cinéma n'est pas très loin
puisque le cinéma donne à voir ces images par le battement d'ailes mécanisé dans l'obturateur de l'appareil de projection. Allons un peu plus loin dans ce que dit Warburg, quittons le lexique botanique, et entrons dans une autre dimension de son rapport à la biologie, à savoir la zoologie, ascendance et zoologie. Alors là, on est toujours dans un versant assez bien renseigné des études warburgiennes. C'est au point C que je vais proposer quelque chose de plus personnel. Autre versant bien renseigné des études warburgiennes, qui est celui des sources de certaines de ces inventions notionnelles majeures. Donc là, on n'est plus simplement dans des questions de lexique métaphorique, ou peut-être pas que métaphorique, mais enfin, on passe des mots au concept. Ainsi, un des concepts centraux chez Warburg, que j'ai cité hier matin, l'engramme, pour désigner la manière dont s'inscrivent dans le patrimoine héréditaire les formules de pathos, l'engramme est un terme de neurophysiologie repris au zoologiste Richard Semon dans son ouvrage de 1904, Die Mneme als erhaltendes Prinzip Wechsel des organischen Geschehens, pour désigner la trace matérielle laissée dans le cerveau par un événement passé et à l'origine du mécanisme de la mémoire. Plus fondamentalement, et j'évoquais ce point il y a quelques instants, c'est toute la pensée darwinienne de l'évolution qui a eu sur Warburg un impact décisif, notamment par son transfert dans l'anthropologie et les sciences de la culture. Au-delà du déplacement chez Warburg de l'animal darwinien à ce que Gombrich appelle, de manière qu'on peut discuter, bien entendu, l'homme primitif, et du déplacement de l'engramme au symbole, toute la théorie darwinienne de l'évolution hante le corpus warburgien de quelques points qu'on l'observe. Ce n'est d'ailleurs pas sans une certaine ironie chez un penseur obsédé par la transmission visuelle depuis la Grèce antique. Car, vous le savez, Darwin s'inscrit à la suite de Galilée puis de Kepler dans l'étude des lois naturelles terrestres et célestes dans une rupture avec la logique grecque pour laquelle le repos est le donné et le mouvement ce qui est à expliquer, ce dont il faut rendre compte. Au contraire, pour Darwin, le principe fondamental qui est finalement dans l'étude biologique, le transport du principe d'inertie, c'est la loi de l'évolution. Si toutes les espèces dérivent des unes des autres, ce qui compte avant tout est qu'elles dérivent, il n'y a ni progrès ni individus primordiaux, ce qui était encore le cas chez Goethe ou chez Richard Owen. Et de même, chez Warburg, il n'y a jamais d'image matricielle, il n'y a jamais d'archétype premier, il n'y a que des transformations, etc., d'images. L'évolution darwinienne n'a ni départ ni terme, autre que des extrémités circonstancielles et extérieures, comme l'apparition de la vie ou la fin du monde. Darwin n'a certes pas inventé le devenir des espèces, c'est déjà une idée qu'on trouve dans le transformisme de Lamarck contre le catastrophisme de Cuvier, même si, bien sûr, il y a entre Lamarck et Darwin des différences très marquées, mais il va plus loin. Il opère un saut qualitatif, puisque chez Darwin, il n'y a plus que ce que j'appellerais, un peu en référence à l'iconologie plate dont j'ai parlé hier, il n'y a plus que de la métamorphose plate,
non hiérarchisée et généralisée depuis le protoplasme originel insituable et inidentifiable, si tant est d'ailleurs qu'il existe. Et de la même manière, dans les images, Warburg s'intéresse à ce qu'il appelle le fossile directeur, light fossil, nom qu'il donnera d'ailleurs également aux photographies de son atlas Mnémosyne, qui sont donc à la fois, vous voyez, des papillons et des fossiles. Warburg s'intéresse au light fossile, au fossile directeur, d'une empathie paléoplastique et de ce qu'il appelle une esthétique du dynamogramme, esthétique des dynamogramms. En zoologie comme en iconologie, le fossile, pour parler comme Gaston Bachelard, n'est plus simplement un être qui a vécu, c'est un être qui vit encore, endormi dans sa forme. Mais, me semble-t-il, l'originalité warburgienne se situe sans doute ailleurs. Et j'en viens à mon troisième point, iconologie et génétique. Il me semble en effet qu'une parenté épistémique entre Warburg et la nouvelle théorie génétique de son temps reste à éclaircir. Alors je ne vais pas l'éclaircir maintenant, mais disons que je propose un certain nombre de pistes dans le processus en cours de cette réflexion. La biologie génétique, qui était alors en train de naître et de connaître ses premiers développements sous la houlette de l'orthodoxie néo-darwiniste, chez des biologistes comme Weismann, De Vries ou Johansen, appartient de plein pied au tournant scientifique dont j'ai parlé en commençant cette leçon. Pour la génétique, il existe, si je puis de nouveau employer un adjectif qu'on a rencontré hier après-midi, une biologie profonde, invisible à l'œil nu, et qui pour l'époque et à l'époque ne peut pas être visible dans une espèce d'impossibilité technique qui a tendance à devenir une impossibilité ontologique, même si la suite du développement des techniques changera la donne. Une biologie profonde qui rend compte de ce qu'est l'individu vivant au-delà des apparences, de l'autre côté de ces apparences, et qui, en tant que telle, ne peut elle-même pas apparaître. Et comme je vous le disais, pendant très longtemps, les gènes, puisque c'est d'eux dont il s'agit, resteront invisibles par vocation. Si la première observation des chromosomes au microscope remonte à 1880 par Walter Fleming, il faudra attendre, bien après la mort de Warburg, l'invention du microscope électronique pour parvenir à une première appréciation visuelle de l'ADN, l'élément codant des gènes humains, ou grâce à Rosalind Franklin et Maurice Wilkins en 1950, avant que cette découverte soit popularisée, vous le savez, par Watson et Crick en 1953. Donc évidemment, nous voyons les choses après coup. Il faut simplement essayer de se resituer à l'époque de Warburg. À ce moment-là, la génétique, c'est typiquement une manière de penser l'autre côté aussi. Ouais, bon. Et on ne peut pas dépasser cet abysse qui nous sépare de cet autre côté. Chose qu'on peut d'ailleurs dire de tout ce que j'ai raconté, puisque pour l'instant, on peut dire aussi que c'est historiquement que l'autre côté des choses ne nous est pas accessible. Qui sait ce que seront nos corps dans 1000 ans, dans 10 000 ans bon. L'histoire officielle du gène commence en 1909, lorsque Wilhelm Johannsen forme le substantif gène, 3 ans après que William Bateson a proposé l'adjectif génétique pour qualifier les nouvelles études sur les phénomènes héréditaires mises en avant par la redécouverte et des lois de Mendel en 1900. Cette génétique n'a pas inventé la notion d'hérédité, qui était depuis plusieurs décennies un objet d'étude dans une science du développement des caractères conservés par les individus. On trouve cette question notamment chez Lamarck, chez Darwin.
Mais l'hérédité devint à ce moment-là autre chose. Et j'insiste sur l'hérédité parce que vous vous souvenez que hier, chez Warburg, il est bien question du patrimoine héréditaire. Et c'est une formule qu'emploie Warburg. Mais on va y revenir. L'hérédité devient simplement autre chose. Elle devient, avec la nouvelle génétique, non pas simplement ce qui a trait au développement des caractères conservés dans un individu, mais elle devient l'objet d'une transmission d'un individu à un autre. Et à ce moment-là, d'ailleurs, la génétique s'est dissociée d'une autre nouvelle science qui, à ce moment-là, se nomme autrement pour justement penser la question du développement dans un même individu du patrimoine génétique, c'est l'embryologie. Donc, alors, là, à ce moment-là, c'est ces deux sciences qui se distinguent. La biologie génétique, comme la science des images warburgiennes, est un discours sur les migrations. Il y a des cartes de migration aussi, pourrait-on dire. Vous voyez, si je faisais un peu le chemin dans le sens inverse, c'est que j'allais de Warburg à la génétique, dans la biologie génétique. Dans une note publiée en 1927, Warburg écrit la chose suivante. En essayant de placer génétiquement sous vos yeux les fêtes françaises qui imitent les classiques entre un milieu de table de Pesaro de 1475 et un timbre-poste anglais moderne dessiné par un Australien, j'espère vous avoir montré que l'un des aspects du baroque consiste à séparer les valeurs expressives de la forge de la vie réelle en mouvement. Donc, vous voyez, on est au cœur là, de cette question de la migration entre une œuvre de Pesaro du XVe siècle et un timbre-poste anglais, tout ce qu'il y a de plus contemporain. Ce qui m'intéresse évidemment dans cette formule, c'est que tout ça est conditionné par un se placer génétiquement. Vous voyez, si je me place génétiquement. Warburg n'écrit pas du tout géanologiquement. Ce n'est pas le mot, c'est pas l'adverbe qu'il emploie. Et d'ailleurs, Warburg n'a pas grand-chose à faire des brouillons, des ratés, et de tout le processus de maturation qui sera justement plus tard au cœur de ce que l'on nommera la critique génétique. Donc il ne faut pas entendre génétique de cette manière-là. La manière d'aborder les images de Warburg n'a rien d'une généalogie, mais elle a tout donc, si on joue le jeu du mot, au sens littéral, d'une génétique. Une génétique, donc, où il ne s'agirait pas, comme dans une généalogie, de démasquer quelque chose qui est toujours potentiellement visible, qui peut le devenir, mais une génétique comme attention à une part inaccessible des images. Contrairement à ses successeurs, je l'ai déjà abordé hier, qui ramèneront l'iconologie dans la sphère d'appartenance de la conscience humaine, ainsi Panofsky, notamment à travers la question de l'influence, l'iconologie warburgienne ne s'oppose jamais à la question de l'héritage, mais uniquement de l'hérédité. Donc, vous voyez, je prends les choses vraiment au sens strict du terme, et lorsque Warburg dit patrimoine héréditaire, il ne s'agit pas d'y lire un patrimoine par héritage, mais un patrimoine par hérédité. Héréditaire, c'est un adjectif qui revient extrêmement souvent sous la plume de Warburg, et notamment dans l'introduction de l'Atlas Mnémosyne, où c'est sans doute, je n'ai pas vérifié ça, mais l'adjectif le plus cité, le plus souvent revenant dans l'introduction. Ou du moins, si ce n'est pas celui qui revient le plus, il revient très souvent, et il est quand même suffisamment marqué dans sa technicité pour que ce retour fréquent, évidemment, ait une saveur particulière. Hérédité, héréditaire, quel est le mot qu'emploie Warburg ? Warburg utilise le mot allemand Erbmasse. Erbmasse, qui est formé donc de Masse,
le fonds, F-O-N-D-S, et de Erbe, qui veut dire l'héritage. Erbe qui donne lui-même sa racine à Erbgut, c'est-à-dire le mot qu'on emploie en génétique pour désigner le génome. Quelle est la différence, à mes yeux, entre l'héritage et l'hérédité ? C'est là qu'on va retrouver des choses autour desquelles on tourne depuis pas mal de temps, depuis hier. C'est que l'héritage, tel que je le comprends, c'est un concept typiquement humain. C'est un concept juridique qui a une autre particularité, c'est qu'il exige le décès de celui dont on hérite, même s'il y a des formes d'héritage préventives, mais elles sont justement anticipées sur un décès. C'est-à-dire que l'héritage suppose que ce qui revient à quelqu'un, juridiquement parlant, soit précédé de la mort de la source ou de sa mort anticipée. On anticipe quand on donne à l'avance des avances sur héritage. Bon, c'est toujours la mort qui est posée au bout de la visée. Or, cela, me semble-t-il, c'est plutôt la logique de ce que l'on trouve dans la Renaissance de Burckhardt. On ne peut renaître que si on est mort, d'abord. La survivance de Warburg, je l'ai dit, s'oppose à la Renaissance burckhardienne, ou du moins s'en distingue. Et ne serait-ce que par cette idée centrale que dans la survivance, il n'est nullement question que ce qui survit est d'abord à commencer par mourir. C'est même tout à fait le contraire. S'il y a survivance, c'est que justement, ça ne meurt pas. Et c'est exactement ce qui se passe dans le modèle génétique de l'hérédité, puisque, fort heureusement, nous héritons génétiquement de nos parents sans qu'ils aient besoin de mourir pour que nous puissions bénéficier de ce don. Et si nos parents finissent par mourir, comme c'est le lot de tout un chacun, vous voyez que ça n'est absolument pas, en tant que c'est une condition de possibilité pour que l'hérédité puisse être effectuée. Donc, Warburg, c'est un penseur de l'hérédité. C'est le modèle qu'il applique aux images, puisque c'est exactement ce modèle-là qu'on trouve dans la survivance, par distinction de la Renaissance burckhardienne, qui serait plutôt une manière d'aborder les images par l'héritage. Ce que Panofsky oubliera en ramenant la question de l'influence là-dedans, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. La démarche de Warburg est même, pourrait-on dire, si j'ose un peu d'anticipation, de préfiguration, en connaissant un peu la suite de l'histoire avant lui. Bon, enfin, ça permet quand même de préciser un certain nombre de choses, mais enfin, cette démarche, elle est même, on pourrait dire, épigénétique, plus précisément que génétique. Alors, il faut distinguer épigénétique de épigénèse. Évidemment, il y a un lien. Bon. Mais l'épigénétique, ça dit quelque chose de plus que la simple épigénèse. L'épigénèse, c'est un terme que Warburg connaît tout à fait. C'est un terme qui est attesté à l'époque depuis plusieurs siècles et qui oppose d'ailleurs un certain nombre de savants ou de philosophes. Pensez par exemple à Aristote ou à Leibniz, par-delà la distance temporelle. La théorie de l'épigénèse
elle joue un rôle important, je vais revenir sur son sens, elle joue un rôle important chez Warburg dans sa conception de l'énergie des images. Et d'ailleurs, pour être très précis, sur un détail relativement pointu, mais dans le journal de Warburg, il y a une note concernant un ouvrage de Georg Hirt qui s'appelle Energetische Epigenesis und epigenetische Energieformen. Voilà. Donc sur l'énergie épigénétique, mais enfin au sens de l'adjectif de l'épigenèse, un ouvrage de Hirt qui est paru en 1898. Mais à ce moment-là, l'épigenèse, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est encore que ce moment de l'histoire de la biologie qui reprend une théorie ancienne selon laquelle l'embryon se développe par différenciation successive de parties nouvelles et continue de se former en dehors de l'œuf, par opposition à ce que l'on appelle le préformationnisme. Il faut attendre les travaux de Thomas Morgan, puis surtout de Conrad Waddington, pour que naisse ce que l'on appellera justement l'épigénétique, savoir epigenetics en anglais. L'épigénétique, c'est la partie de la biologie qui s'intéresse aux génotypes et aux phénotypes tels que Johansen les avait définis à une époque où Warburg était encore vivant, en 1911. Définis par Johansen, mais dont la distinction repose en fait sur une intuition de Francis Galton, qui était le cousin de Darwin. Qu'est-ce que c'est que le génotype ? Qu'est-ce que c'est que le phénotype ? Très rapidement, le génotype, c'est ce qui correspond à, on pourrait dire, la base de données génétiques d'un zygote. Et le phénotype, c'est l'ensemble des caractères observables et singuliers de l'individu né, qui va actualiser ou pas un certain nombre des données de la base génotypique. Par exemple, la couleur des yeux, la prédisposition pour telle ou telle maladie, et ainsi de suite. Donc, pour prendre une métaphore qui, me semble-t-il, permet de bien comprendre la chose rapidement, les organismes d'un même génotype, donc vous voyez, comprenez toujours en dessous qu'on va basculer ça vers les images, c'est-à-dire les images qui héritent d'une même formule de pathos. Bon. Donc, les organismes de même génotype sont comme des orchestres qui interprètent la même partition. Le contenu, c'est-à-dire le génotype, est le même, mais l'expression du contenu, à savoir les phénotypes, est différente à chaque fois. Donc l'épigénétique est la science des variations ostensibles dans les phénotypes en fonction de leur environnement développemental, circonstanciel, contextuel. Elle témoigne de la plasticité du vivant à l'intérieur d'une espèce donnée, sans que ces variations soient liées à des mutations génétiques. Que fait Warburg dans l'Atlas Mnémosine, comme dans ses projections conférences avant, si ce n'est justement juxtaposer des développements, pourrait-on dire épigénétiques avant l'heure, c'est-à-dire des modules d'expression différentes circonstanciellement d'un même pathos formel, d'une même formule héréditaire partagée, commune, si ce n'est donc retrouver ou peut-être poser déjà quelque chose qui deviendra une des théories les plus importantes de la biologie profonde avec Waddington, donc au début des années 1940. Donc on pourrait longtemps s'intéresser comme ça à ces circulations entre la génétique et Warburg. Donc vous voyez, on est de plein pied dans la question du rapport des images avec la vie.
Je vais pas me lancer dans une définition de la vie, vous comprenez bien. D'ailleurs, il y a bien longtemps que, même dans les sciences biologiques, on n'essaye même plus de définir ce que c'est que la vie. Enfin, je veux dire, on s'intéresse à des processus chimiques de manière peut-être un peu matérialiste. Enfin bon, après, il y a une espèce de mystique du vitalisme qui nous conduirait dans un certain nombre de faux pas. Mais on peut peut-être partir d'une idée assez simple, et peut-être de l'idée la plus simple. Vivre, vu du côté humain, qu'est-ce que c'est ? Je dirais, c'est ne pas mourir. Voilà. Bon. C'est-à-dire que la définition ultime de la vie, c'est peut-être le cul-de-sac de Bichat. La vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Voilà comment Bichat définissait la vie. Retournons un peu la chose. D'ailleurs, j'y reviendrai par la suite avec Rilke. Peut-être est-ce un point de vue de l'autre côté, je ne sais pas, ou quelque chose comme une tentative ou une tentation d'essayer de saisir les choses de l'autre côté, du côté de la mort, du côté de l'inaccès. Et essayons de se dire, peut-être un peu comme une fiction théorique, que vivre, c'est mourir en fait, à chaque instant. Pourquoi je dis ça ? Parce que, vous voyez, tout ce qui ne cesse de mourir n'est jamais mort, puisqu'il n'y aurait pas de point où il serait mort. Et peut-être que c'est quelque chose comme ça qui se passe chez Warburg. Des formules de pathos qui survivent parce qu'elles ne cessent de mourir sans jamais être mortes. Et tant qu'on ne cesse de mourir, on est bel et bien vivant. L'éconologie chez Warburg tient effectivement, vous voyez, à ce qu'on a coutume d'appeler la vie des images, formule auquel lui-même prête le flanc, encore une fois, lorsqu'il dit de l'image qu'elle vit. Et elle tient à la vie des images par toute une tradition allemande qu'on n'a pas non plus suffisamment soulignée, parce que cette tradition est peut-être un peu inattendue, elle est, à mon avis, théologique. Et la question des rapports entre Warburg et théologie, c'est un insondé qui reste aussi, à mon avis, largement à explorer. Une tradition théologique qui vient précisément de la mystique rhénane médiévale. Dans un sermon latin qui s'appelle Cuius est imago haec et superscriptio, Maître Eckhart définit l'image, je le cite, comme une émanation simple et formelle qui transmet l'essence nue dans sa totalité, exactement comme le métaphysicien la considère. Fin de citation. À quoi il ajoute, et c'est ça qui m'intéresse, que l'image est vita quaedam, une forme de vie, une certaine vie, quelque vie. Vita quaedam. Et pourquoi est-elle vita quaedam ? Parce qu'elle fait deux choses. D'abord, elle bout, boulire en latin, bouillir.
elle bout. Et ensuite, parce qu'elle gonfle, dit Maître Eckhart. Intume serré. Elle gonfle. Et c'est ce qui fait de l'image une forme de vie. C'est quand même une formule intéressante. L'image, ici, est moins relative et donc imparfaite à un modèle que pensée de manière immanente, de manière centrifuge, comme une relation vivante et participative à ce modèle qui serait parfaite en son genre à partir du moment où on la déconnecte d'une pensée de l'extériorité mimétique. Il ne s'agit pas simplement pour Maître Eckhart, malgré certaines apparences, de mettre ses pas dans une opérativité de l'image qui était bien connue à son époque, et qui l'est toujours, qui est celle de la théorie byzantine des icônes. Je dis deux mots de la théorie byzantine des icônes pour justement démarquer le propos écartien de ce geste. Pour la théologie médiévale, l'icône n'est pas qu'une simple représentation et ne s'épuise pas dans la seule fonction visuelle que privilégiera la Renaissance. Même lorsque, elles ne sont pas regardées, les figures des saints ou des entités invisibles, le Christ, les anges, n'en possèdent pas moins pour le croyant des facultés apotropaïques, prophylactiques ou curatives, par la ressemblance formelle, ce que l'on appelle en grec homoiosis, qu'elles entretiennent avec leur modèle, et par quoi, en elles, la personne réelle est exprimée, comme le dit de manière synthétique Théodore Studite. L'image est une médiation sacrée dans la théorie byzantine, telle que ça a notamment été formalisé par Basile de Césarée au IVe siècle, au moyen du concept de transitus. Quelque chose du modèle passe en elle ou non. Cela dépend, dans la théorie de l'icône byzantine, selon qu'on s'intéresse plutôt à la piste latine ou à la piste grecque. Mais quoi qu'il en soit, l'image n'est jamais que le véhicule de la puissance divine vivante. Si elle tire sa vie, c'est de ce que transite en elle la vie même des entités invisibles, vie parfaite, hyper-vie, pourrait-on dire, du Christ et des êtres divins. Donc dans une telle perspective, vous voyez, ça n'est pas vraiment l'image qui palpite et qui agit. Pour les théologiens de l'époque, vous comprenez bien, ça serait revenu à de l'ancienne idolâtrie, voire à de l'illolatrie. Mais l'image n'est qu'un objet, un lieu, une occasion par lequel agissent le Christ ou la Sainte et qui n'a d'efficace que par procuration. Vous voyez que c'est très différent chez Maître Eckhart, puisque contre toute la tradition aristotélicienne où excellent le repos et l'immobilité, et dans laquelle saint Thomas d'Aquin venait d'inscrire ses pas, Maître Eckhart associe la perfection et le mouvement, qui vont désormais ensemble dans une image qui devient, cette fois-ci contre la tradition byzantine, le sujet d'une action, le sujet d'une agentivité. Agentivité, acte d'image, sur lesquels vous savez que sont revenus récemment un certain nombre de penseurs comme Alfred Gell
ou Horst Breitkamp. Mais l'agentivité ne suffit pas à faire une vie, car il existe de nombreux agents inanimés. Pour qu'il y ait une vie, il faut qu'à l'agentivité vienne s'ajouter un point de vue. Et c'est ça que va ajouter à la discussion écartienne son grand héritier, qui ne s'y est pas trompé, à savoir Nicolas de Cuse. Dans l'Idiota de Mente de 1450, Nicolas de Cuse fait une distinction, à mon avis, capitale et qui mérite bien qu'on s'y arrête 5 minutes. Il distingue deux types d'images. L'une, dit-il, est similiore. Elle est plus ressemblante. Déjà, on voit qu'on va s'écarter de la ressemblance. Elle est plus similiante, elle est plus ressemblante, elle est similiore. Mais elle est mortua. Elle est morte. Parce qu'évidemment, la ressemblance n'est jamais aussi grande que dans l'immobilité. Dès qu'il y a du mouvement, il y a de la plasticité, il y a de la déformation, et donc du coup, la ressemblance existe. Et puis, il y a une autre image, donc vous avez compris, j'ai un peu anticipé sur la suite, une image qui est moins ressemblance, minus similis, mais qui, elle, a le mérite d'être vivante. Et surtout, Nicolas de Cuse conclut que des deux, c'est la seconde qui est la plus parfaite. Secundam perfectiorem. Pourquoi ? Parce que, dit-il, elle est stimulée par son objet à se mouvoir. Et donc il y a un basculement ici chez Nicolas de Cuse du terme homoiosis. L'homoiosis qui désignait dans la théorie byzantine des images la ressemblance formelle devient, sous la plume de Nicolas de Cuse, le terme pour désigner la capacité des images à se mouvoir. L'automouvement des images. Au bout de la logique des icônes, dans le refus de la mimésis aspectuelle, effectivement, à quoi ressemble Dieu, ça, c'est une autre question, c'est vers la question des images mouvement. Vous voyez comment je vais revenir au cinéma. Pensée cinématographique, déjà des images chez Nicolas de Cuse, pré-techniques, prédispositives, liées à quelque chose qui ressemble à du cinématisme eisensteinien. C'est dans la pensée des images en mouvement comme facteur d'inquiétude, facteur de bouleversement, facteur de dissemblance que s'active l'idée d'une vie des images dont va hériter Warburg et qui va venir se connecter au même moment, de manière synchronique, sur les nouveaux acquis de la génétique. Vous voyez, donc il y a ces deux phénomènes diachroniques dans l'héritage théologique et synchronique avec la génétique. Il y a une rencontre entre génétique et théologie, là, qui est à mon avis assez énorme. C'est ça qui réactive l'idée, ou qui active l'idée d'une âme, parce qu'il faut prendre les choses au sens littéral du terme. Vous voyez, au cinéma, on dit que les images sont animées. On ne dit pas que les images bougent. Vous voyez, elles ne bougent pas comme pourrait simplement bouger un agent inanimé. Elles ne font pas que bouger. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un point de vue. Ce point de vue, je l'ai déjà un peu montré hier, ça peut être un point de vue qui dépasse nos capacités humaines, c'est le point de vue des images. Alors elles nous donnent des ajours, des ouvertures sur l'autre côté, peut-être on ne peut pas avoir plus que ça, mais il y a un point de vue des images, donc il y a un point de vie. Un point de vue, c'est un point de vie. Bon. Et donc les images du cinéma, elles sont animées parce qu'elles sont animales. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et d'ailleurs, j'y reviendrai, mais dans l'histoire du cinéma, l'animal
est l'événement fondateur. Il n'y a pas d'émergence du cinématographe s'il n'y a pas chez Marais la décomposition chronophotographique du mouvement animal. Et quand Marais s'intéresse au corps humain, il s'intéresse au corps humain au titre de la locomotion animale, qui est d'ailleurs le titre de son livre fondateur de 1873, La commotion animale. Donc la vie des images, vous voyez, il ne faut évidemment pas la penser au sens d'une vie organique. Ce n'est pas de ça dont on parle. Bon, j'avais prévu un petit développement sur Mitchell, mais je ne vais pas entrer en discussion avec lui, on pourra le faire plus tard si vous voulez. Mais l'idée que je vais essayer de développer, vous voyez, via la question cinématographique dans un instant, c'est qu'il existe une vie des images non organique et que toute forme de vie ne se réduit pas à une vie organique, puisque, en fait, réduire la vie à la vie organique, c'est finalement rester de notre côté, c'est-à-dire du côté humain, de ce que nous connaissons de la vie, puisque nous, la vie, nous la connaissons sous cette forme-là. Je pense à une formule de Michel Serres, auquel je fais souvent référence, mais pas trop pendant ces 2 jours, parce qu'il m'arrive parfois de parler de quasi-objet plutôt que d'hyper-objet, par l'intermédiaire de Michel Serres. Mais Michel Serres, par exemple, dans Hermès III, écrit la chose suivante qui est très intéressante. Il écrit « La vie est-elle une propriété du système ? Il n'y a de vivant que certains systèmes. L'organisme en est un. » Sous-entendu, ce n'est pas le seul. Dès la biologie, d'ailleurs, vous voyez bien que ne sont pas du tout vivants de la même manière un organisme ou un virus, puisque le virus ne possède pas de cellules ni n'est capable de se multiplier par lui-même. Et qu'on ne parle pas non plus de la vie des cellules de la même manière qu'on parle de la vie des organismes, puisqu'une cellule n'a pas d'organes. Ainsi doit-on plutôt envisager la vie des images, et donc je vous proposerai de parler plutôt, je ne le fonde pas, je vous demande de l'accepter pour que ça évite les malentendus. Moi, je préfère parler d'images vivantes plutôt que de parler de la vie des images. Vous allez me dire, peut-être pinailler sur une question de vocabulaire, peut-être, mais souvent, c'est aussi un peu là que ça se passe quand même. Alors je vais terminer, je vais consacrer la deuxième partie de cette intervention, donc à la question du cinéma, parce que vous voyez que j'y arrive, et je vais repasser par le darwinisme bien compris, avec cette proposition un peu provocatrice, le cinéma a été inventé par des singes. Donc oui, là on est au cœur de mon propos du matin, c'est en tant que singe que l'être humain a inventé le cinéma. Alors, 3 moments. Je reviens d'abord sur cette distinction entre image animée et image animale. Le cinéma, tel que je le comprends, est le dépositaire visuel, technique, scientifique, des métamorphoses darwiniennes. Le cinéma met en évidence dans une image machinique l'instabilité historique des formes corporelles et des déterminations d'espèces. Comme le mythe, dont il reprend l'hérédité en la connectant sur la contemporanéité scientifique du darwinisme, le cinéma témoigne d'un monde dans lequel l'homme et l'animal ne sont pas distincts. Il en témoigne dans sa pensée fondatrice. Je ne dis pas dans les films,
Alors, évidemment qu'il y a des films qui témoignent de ça, je vais en prendre 2 exemples, bon, mais tous les films, bien entendu, ne traitent pas de cela. Dans sa pensée fondatrice. Au cinéma, l'homme devient visible, pour reprendre une célèbre formule de Béla Balázs, parce qu'il ne se dissocie plus en tant qu'espèce de la forme animale. J'y reviendrai, mais il y a dans le cinéma un geste anti-cartésien, d'ailleurs traitement de l'animal dans toute la tradition rationaliste depuis Descartes. Précisément parce que c'est une machine, ai-je envie de dire. Et que cette machine, elle a son intelligence propre, comme dirait Epstein, qui évidemment ne se confond pas avec l'émergentisme du cerveau humain, qui fait que, comme c'est le cerveau humain qui pense lui-même l'évolution, il a tendance, de manière un peu spontanée, à se penser lui-même comme étant évidemment le sommet de cette évolution. Tel a été avant le cinéma, je le disais tout à l'heure, j'y reviens, 30 secondes, le projet de la décomposition chronophotographique du mouvement par Étienne Jules Marais. Je vous en mets quelques exemples à l'écran. Avec Étienne Jules Marais et d'ailleurs au même moment Edward Muybridge, un nouveau pacte visuel et anthropologique fut scellé dans les années 1880 entre ce qui allait aboutir à l'image cinématographique, au corps défendant d'ailleurs de Marais, qui évidemment, lui, avait des mots très durs sur la recomposition du mouvement décomposé par les frères Lumière, Edison, d'autres. Donc il y a un pacte, un nouveau pacte visuel entre ce qui allait aboutir à l'image cinématographique et les corps animaux. Si l'homme devient visible par le cinéma, et si le cinéma a finalement, historiquement, été rendu possible par une intelligence de la forme animale, alors il faut aller au bout du syllogisme et dire que c'est l'animal qui fait voir l'homme. Dès 1873, Marais avait publié un ouvrage intitulé « La machine animale », je vous le disais tout à l'heure, transition entre ses premiers écrits médicaux et ses travaux physiologiques sur la motricité. Vous voyez que le terme de machine animale, l'expression de machine animale est quand même assez passionnante, et d'ailleurs on retrouvera avec Epstein dans un instant cette idée. L'image chronophotographique, puis cinématographique, met à mal des siècles de réduction linguistique et rationaliste des animaux à l'animaux, comme disait Derrida, émoté, puisque dans cette pensée, l'animal n'est qu'une abstraction vexatoire, réduction qui coince l'animal, vous le savez, entre la bestialité morale et la bêtise intellectuelle. Au contraire, le cinéma est le nom du destin que nous partageons avec les animaux. Voilà qui sonne un peu heideggerien. Nous avons inventé le cinéma parce que nous sommes des animaux. Vous voyez, là, j'enquille les propositions. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez. Dans l'univers filmique et l'art animalier, article de 1956, Étienne Souriau fait remarquer que le cinéma s'est imposé comme art de masse quand nos rapports à l'animal se sont distendus. Comme si l'échange s'était fait entre les deux de manière continue. Lorsqu'est survenue, je le cite, la cessation brusque et presque totale du cheval comme forme motrice, comme procédé pratique de locomotion, comme moyen de combat. Donc chez Souriau, on trouve, vous voyez, cette intuition que le cinéma et l'animalité, vous m'excuserez de continuer à parler d'animal, quand bien même il faudrait effectivement distinguer à chaque fois les différents animaux, se superposent l'un à l'autre, voire se remplacent l'un à l'autre, se succèdent l'un à l'autre, et j'ai envie de dire en termes darwiniens, évoluent l'un dans l'autre. D'ailleurs, vous savez qu'au moment où les théories darwiniennes, un peu transformées, déformées, notamment par Spencer, se répandent
dans le continent européen, donc à la fin du XIXe siècle. Elles connaissent partout un succès très fort, sauf en France. En France, on s'en désintéresse, je ne veux pas dire totalement, mais quasi totalement. Mais pourquoi ? Parce qu'on a le cinéma. Et qu'en fait, on a inventé une machine qui montre ce dont le darwinisme n'est qu'une spéculation. Alors évidemment, il ne le montre pas sur les mêmes objets que le darwinisme, parce qu'on ne peut pas filmer des espèces qui ont disparu, et on ne peut pas non plus filmer l'évolution des espèces. Vous imaginez bien le temps que ça prendrait. Il faudrait un sacré time-lapse pour que ça soit sensible à un œil humain. Mais on peut en construire un modèle visuel. La caméra est un cyborg, pourrait-on dire, en employant un mot hawaïen, c'est pour ça que j'avais mis le terme de nature-culture au départ dans le titre, dont les théoriciens et les cinéastes n'ont cessé de souligner la dimension animale. Non-humanité de l'animal en amont et non-humanité de la machine en aval fusionnent dans la nouvelle perception des appareils de filmage, de montage et de projection. Descartes avait cru en son temps dans les animaux-machines, bien que c'est une formule que Descartes n'emploie jamais. Le cinéma, lui, est une machine animale, une machine-animale. Dans Le monde fluide de l'écran, en 1950, Jean Epstein compare la caméra à l'œil de l'escargot, monté sur une corne rétractible, ou encore à celui à facettes des insectes. Pourquoi ? Parce que le cinéma permet, par la perception machinique, d'explorer une perception non humaine, extra-humaine, méta-humaine. Vous voyez par exemple la panoramique intégrale, on n'est pas des chouettes, on ne peut pas faire ça. En revanche, le cinéma peut vous en donner une représentation. Pareil pour le montage, vous voyez un cut entre un plan large et un gros plan. Nous, dans la réalité, il faudrait faire le chemin entre les deux, ça prendrait un certain temps. Là, au cinéma, c'est instantané. Et donc, chez Epstein, il y a toujours cette idée, d'ailleurs, Epstein est quelqu'un aussi qui fait de très nombreuses comparaisons théologiques, et il y a souvent, chez Epstein, cette espèce de triangulation pour désigner la perception cinématographique entre perception machinique, animale et angélique. Il triangule assez souvent comme ça. Le cinéma, comme l'écrit un autre théoricien du cinéma, plus récent, Jean-Louis Schaeffer, a accéléré le temps. Il a tellement accéléré le temps, aurais-je envie de dire, qu'il l'a même renversé, et pas simplement parce qu'on peut faire du montage inversé, ou des choses comme ça, mais il l'a inversé parce que l'animal n'est plus en deçà de l'humain, il n'est plus avant l'humain, mais il est au-delà de l'humain. Il est un des noms de l'au-delà de l'humain. Voilà pourquoi, hier, on parlait de savoir s'il y avait des images animales. Je disais, je répondrai à cette question demain matin. Je ne sais pas. On est au-delà de l'humain. Je le dis encore autrement, c'est toujours une proposition affirmative, déclarative, dans la mesure où toute perception est théorique, il n'y a pas d'immaculée perception, le cinéma nous donne pour la première fois une perception animale. Avant le cinéma, nous n'avions pas de perception animale. Et évidemment, puisque nous sommes nés humains, dans une culture humaine, et que toute perception est culturelle. Donc si nous voulons pouvoir parvenir à quelque chose comme une extraction de notre perception humaine vers une perception animale, ce qui ne veut pas dire avoir une perception animale, parce que, je le redis, on ne cesse jamais d'être un humain. Mais il y a un mouvement vers, il y a une provocation vers une perception animale. Pour qu'une telle provocation vers une perception animale puisse exister, il faut qu'elle puisse apparaître à l'intérieur de la culture humaine. Qu'est-ce qui la rend possible à l'intérieur de la culture humaine ? Le cinéma. Alors, quelques exemples de films qui, pour moi, évidemment, après on peut les interpréter de 1000 autres manières, sans doute, peut-être pas 1000, mais enfin, assez nombreuses autres manières.
Mais moi, je vais les prendre un peu comme ça. D'ailleurs, c'est des exemples de films dans lesquels il y a des singes. Alors, évidemment, ça va se médiatiser par le singe, la question du rapport entre le singe et le cinéma. Bon. Je disais en commençant, le cinéma a été inventé par des grands singes. De tous ses yeux, la créature voit l'ouverture de l'objectif. Vous avez reconnu une citation détournée de la 8e élégie de Gounod, de Rilke, de tous ses yeux, la créature voit l'ouvert. Das Offene, dit Rilke. Parlons un peu d'Holly Motors. Je ne sais pas si vous avez vu Holly Motors, d'Aleos Carax. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir ce chef-d'œuvre, dont il est toujours un peu intimidant de parler, du moins pour moi. Un homme, le cinéaste lui-même, entre avec son chien par le mur d'une chambre d'hôtel dans une salle de cinéma où les spectateurs dorment ou sont morts. On ne sait pas trop, et vous voyez que, évidemment, qu'on ne le sache pas implique aussi une relation à la mort dans la vie, dont je parlais déjà tout à l'heure, et que je vais retrouver avec Rilke, parce que si vous connaissez un peu les Jésuites de Gounod, vous savez déjà que l'ouverture, c'est aussi quelque chose qui a trait avec la mort, ce qui me permettra de répondre à la question. Ça, c'est le début d'Holly Motors, en 2012, de Léos Carax, qui unit dans son titre une certaine dimension sacrée, rituelle, holy, avec le traditionnel moteur des plateaux de tournage, le machinique et le divin. Vous voyez qu'on est dans l'héritage epsteinien, du moins conceptuellement. Quand nous regardons Holly Motors, je vais vous passer un extrait, mais de la fin du film. Nous voyons un film cinéphile sur le cinéma et sur ce que le cinéma est en train de devenir, sans cesser pour autant d'en être. Le prologue du film, que je vous ai mis en bas à gauche, et ça inscrit évidemment mon propos dans ce que je disais tout à l'heure avec Étienne Jules Marais, fait également explicitement signe vers l'histoire du cinéma, vers l'archéologie du cinéma, en intégrant, comme vous le voyez, des chronophotographies de Marais. Et dans toute la suite du film, qui constitue le cœur du récit, nous sommes invités à accompagner un certain personnage transformiste, Monsieur Oscar, qui ramène évidemment du Hollywood dans Holly Motors, tout au long d'une journée type de travail où, en fait, il va incarner des rôles différents en fonction des différentes scénettes du film. Rôles qui le conduiront à travers différentes images de cinéma jusqu'à l'extrême pointe de la modernité, qui d'ailleurs ne se situe pas à la fin du film, mais plutôt dans sa première partie. C'est l'image que vous voyez à droite, à savoir la modernité numérique du jeu vidéo et des images de synthèse. On voit M. Oscar en fait revêtir une combinaison avec les fameuses balles de ping-pong, de façon à être scanné pour qu'ensuite son corps soit intégré sous la forme d'une créature monstrueuse d'heroic fantasy, une espèce de dragon, dans un jeu vidéo, mais qui nous ramène au bout du bout de l'histoire technique du cinéma, au début et à la chronophotographie de Marais, puisque vous voyez que Marais, à son époque déjà, utilisait des combinaisons noires avec des bandes blanches de façon à pouvoir isoler le mouvement du mobile et à rendre visuel ce qui est non visible en soi, c'est-à-dire le mouvement détaché de son support. Le dernier rôle de M. Oscar, c'est justement celui sur lequel je vais insister et je vous passe donc un extrait. Enfin, l'extrait tout entier de la scène.
Monsieur Oscar. Monsieur Oscar. J'avance un peu parce que l'extrait n'est pas nécessairement très bien calé. On voudrait vivre encore. Je vais mettre la station. On voudrait revivre. Mais ça veut dire on voudrait vivre encore. La même chose. Refaire peut-être encore le grand parcours, toucher du doigt le point de non-retour, et se sentir si loin de son enfance. En même temps qu'on a froid, qu'on pleure, quand même on pense que si le ciel nous laisse, on voudra revivre. Ça signifie on voudra vivre encore la même chose. Le temps n'est pas venu qu'on se repose. Il faut refaire encore ce que l'on aime, replonger dans le froid liquide des jours toujours les mêmes, et se sentir si loin de son enfance, en même temps qu'on a froid, qu'on pleure, quand même on pense qu'on n'a pas eu le temps de terminer le livre qu'on avait commencé hier en grandissant, le livre de la vie limpide et grimaçant, où l'on était son monde qui monte et qui descend, où l'on était son monde, le fleuve éclaboussant, où l'on est devenu anonyme passant, chevelu décoiffé, difforme, se disant on voudrait crois qu'il est midi, mais le jour s'achève. Rien ne veut plus rien dire, fini le rêve. On se voit se lever, recommencer. Voilà pour cet extrait, donc assez dense, hein, on s'attaque à quelque chose. Bon, donc je terminerai en fait par l'analyse de cet extrait, parce que je ne voudrais pas non plus la brusquer ou peut-être aller trop vite. J'avais un autre extrait du film de Frédéric Wiseman, hein, mais cet extrait suffit à faire comprendre un certain nombre de choses. Donc à la fin de son périple journalier et filmique, M. Oscar rentre chez lui pour rejoindre sa famille. Sans qu'on sache d'ailleurs très bien
si c'est encore l'acteur qui joue un rôle ou si il s'agit véritablement de la famille du personnage dans sa vie réelle. Enfin, compte tenu de ce qu'on voit, on peut imaginer, sans doute, on peut conclure qu'il s'agit à nouveau d'un rôle. Étrange famille, en effet, de chimpanzés occupant une maison à la décoration vieillotte et au premier étage baignant dans une lumière rose bonbon. Assez kitsch, d'ailleurs. Avec une boule à facettes, etc. Et à la fin de la scène, tous se mettent à regarder par la fenêtre, sans d'ailleurs que la caméra de Carax nous propose le moindre contre-champ sur ce qu'ils regardent. Dans la bande-son, on entend en entier une chanson. Une chanson où il n'est pas question de survivance, ni de renaissance, mais de revivre. Revivre. C'est le titre de cette chanson de Gérard Manset. C'est la revue des images, si je puis dire, maintenant, dans laquelle on a basculé, tirée de l'album du même nom de 1991. On peut sans doute penser, quand on connaît le caractère référentiel du cinéma de Carax, qu'il n'échappe pas tout à fait dans ce choix au même Carax, donc, que Manset s'est fait connaître du grand public français en 1968 avec une chanson au titre fantaisiste et décalé qui s'appelle « Animal, on est mal ». Au cinéma, on est des animaux, vous avez bien compris. Au cinéma aussi, on est mal. On est mal. Non pas qu'on n'y soit pas bien. On est très bien au cinéma. On y est parfois tellement bien qu'on s'y endort. Et comme disait Danet, quand on s'endort au cinéma, c'est signe que vraiment on est très bien. Parce qu'on confie son sommeil quand même. On ne peut confier son sommeil qu'à des grands films. Les mauvais films, ils ne vous laissent jamais dormir en fait. Et qu'est-ce qui va mal au cinéma ? C'est l'humain. On est mal. Ce qu'il faut bien comprendre, me semble-t-il, c'est que être humain et être un humain, ce sont deux choses bien différentes. Être humain, c'est plutôt une détermination morale qui s'attache à la question de la condition humaine, alors que être humain, c'est simplement la désignation d'une appartenance d'espèce. Et être un humain, c'est être un composé d'humains et de non-humains. Bon. Et la distinction entre humain et non-humain, elle ne tombe pas entre humain et non-humain. Elle tombe dans l'humain et elle tombe une deuxième fois dans le non-humain. Comme disait Gabriel Tarde, on comprend parfois mieux le comportement des Français quand on pense que ce sont des mammifères plutôt qu'autre chose. Donc, être humain, c'est être un composé d'humains et de non-humains, et inversement, être un non-humain, cas des singes, ici, c'est être un composé de non-humains et d'humains, puisque les animaux se vivent comme des soies pour eux-mêmes, même si ces soies ne sont pas les mêmes que les soies des êtres humains. Ça va de soi.
il ne nous a pas échappé que devant l'écran de cinéma, devant les êtres et les choses majorés dans le film projeté, ceux que Jean-Louis Schaeffer, dont je parlais tout à l'heure, appelait les dieux qui sont sur l'écran, nous sommes nous-mêmes, nous les spectateurs de la salle, nous les spectateurs du prologue, qui sont vivants, morts, qui vivons, mourons. Souvenez-vous de la définition que j'ai donnée de la vie tout à l'heure, et vivants ceux qui ne cessent de mourir. Nous sommes, nous les spectateurs, devant ces figures majorées, dans un rapport de taille analogue, ou qui du moins bascule du même côté, que celui d'un chien ou d'un chimpanzé par rapport à notre corps humain. Voilà pourquoi me semble-t-il que ce qui germe ou ce qui peut germer dans cet extrait de Carax, c'est cette idée que quand on va au cinéma, on y va comme un chimpanzé. Et que nous voyons des êtres humains dans un rapport de taille qui est du même côté que celui, c'est pas tout à fait le même, qui est du même côté que celui des chimpanzés par rapport à notre propre corps. Et que, évidemment, c'est une manière ici qu'a Carax de nous remettre devant la condition animale du cinéma. Et que, comme je le disais tout à l'heure, le cinéma a été inventé par des hommes qui sont avant tout des grands singes. On peut peut-être préciser du coup à cette occasion un peu mieux ce que nous disons depuis 2 jours sur la relation à l'autre côté. Monsieur Oscar et sa famille regardent de l'autre côté. Rilke, et j'en viens à lui, avait, en poésie, averti dès 1922. Ce qui est au dehors, c'est à l'écran. Ce qui est au dehors. C'est par le seul aspect de l'animal que nous le connaissons. C'est-à-dire par la manière qu'a l'animal de réagir à ce qu'il voit de ce qui est dehors. Donc la caméra de Carax reste braquée sur la réaction des chimpanzés, puisque là vous avez bien compris que à l'écran, il n'y a que des chimpanzés. Ce qui en nous peut entrer en contact, certes toujours déformé, je ne le précise pas à chaque fois, avec l'inaccès, c'est notre part animale. Alors, à quoi, très exactement, l'animal a-t-il affaire ? Eh bien, avant les quelques vers que je viens de citer, toujours dans la 8e élégie de Duino, Rilke le dit, c'est l'ouvert, das Offene. Et plus loin, il précise. Qu'est-ce que c'est que l'ouvert ? Je le cite, le pur espace, reinen Raum, où vont les fleurs infiniment s'épanouir. Bon, manière de revenir à la floraison warburgienne du début. Le pur espace où vont les fleurs infiniment s'épanouir. Cet ouvert n'est pas le flux primitif de la vie duquel l'être humain aurait été coupé et auquel l'animal serait resté connecté. Lecture qui guide la mésinterprétation cinglante de Heidegger, je disais justement, hier matin ou hier après-midi. Je n'insiste pas, ça nous entraînerait un peu loin, mais sachez que je ne suis pas d'accord. Mais c'est ouvert
c'est la mort. Donc, évidemment, chez Heidegger, l'animal ne peut pas mourir. C'est la mort au sens que j'ai déjà commencé de poser tout à l'heure, non pas du contraire de la vie, hein, mais du revivre chez Manset, du vivre-mourir qu'on a évoqué, qui était déjà aussi, ou encore, dans le film de Carax, celui des spectateurs qui lancent le film. C'est la mort au sens où, et là je cite Rilke, dans une lettre à Witold von Hulewitz, du 13 novembre 1925, ouvrez les guillemets, au sens où la mort est la face de la vie détournée de nous. Virgule, non éclairée par nous. Si ça, c'est pas de l'autre côté. Et d'ailleurs, si vous lisez l'analyse que Heidegger fait de ce passage dans la fin du cours sur Parménide, jamais il ne cite le mot mort, si ce n'est à titre anecdotique, mais ce n'est à aucun moment donné un élément essentiel de sa réflexion, alors que c'est le point central. Qu'est-ce que vivre pour Rilke ? Vivre, vous voyez, c'est quelque chose qu'on a déjà un peu dit et qui, me semble-t-il, est retrouvé par Carax de manière tout à fait différente. Encore une fois, oui, je ne pose absolument aucune intentionnalité particulière de Carax. J'imagine qu'il a lu Rilke, mais enfin, c'est pas parce qu'on a lu Rilke qu'obligatoirement on veut aussi en faire quelque chose dans un film. Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est que vivre chez Rilke ? Vivre, justement, puisque c'est l'autre face de la vie, c'est mourir à chaque quantum de seconde. Chose que nous avons déjà rencontrée tout à l'heure donc avec Warburg. C'est par le sens de la mort que Rilke retourne le plus la tradition de la pensée occidentale. Depuis Descartes, la position du sujet humain s'affirme en marge de, voire contre l'animalité, je l'ai déjà dit, mais on peut préciser maintenant à tel point que, comme l'a très bien souligné Derrida dans L'animal que donc je suis, l'auto-manifestation du je suis, l'auto-manifestation du je pense, ne passe chez l'être humain pas du tout par la vie, ne passe pas du tout par le vivant. Dans son affirmation, mais passe par la mort comme le hors-la-vie, en ce que l'homme s'y affirme, comme celui qui n'a rien à faire pour dire qu'il est, qu'il soit vivant. Et Derrida d'ailleurs ajoute inversement dans cette tradition, le vivant est immortel. Ce qui conduit Heidegger à dire non, l'animal, il périt, mais il ne meurt pas, bon, etc. Je ne veux pas entrer dans ces détails-là non plus. Vous voyez que chez Rilke, les choses se passent tout à fait autrement. La mort n'est plus la non-vie, la mort n'est plus le hors-la-vie, extérieure à l'automanifestation du je pense, mais c'est la même vie orientée autre côté. Comme je disais hier, non pas orientée vers le sud, mais orientée sud. Non pas orientée vers, puisque le vers, vous voyez, ici on est au cœur de la distinction, le vers impliquerait une extériorité. Puisqu'on va vers quelque chose quand c'est de l'autre côté. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'autre côté n'est pas de l'autre côté. Il me semble que c'est quelque chose comme ça que saisit
Maurice Blanchot, dans les pages admirables, classiques, qu'il consacre à Rilke dans l'espace littéraire, et qu'il consacre justement à l'autre côté rilkéen. Il dit la chose suivante, d'ailleurs dans un mot qui est exactement ce que j'essaye de dire et que j'ai formulé là il y a un instant en disant l'autre côté n'est pas de l'autre côté. Ici, là-bas. Bon. Ça, c'est pas comme ça qu'il faut le penser. Et Blanchot, bon, il ne le sait pas, parce que lui, il n'est pas iconologue. Il n'a pas pensé de cette manière-là. Mais il dit ça. Il dit, c'est ici-bas. Mais oui, que ici-bas, il ne faut pas le comprendre dans des rapports de verticalité, religieux, théologiques. Non. Ici-bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le là-bas est ici. Le bas du là-bas est ici. Et Blanchot dit, c'est ici-bas. Et ici-bas, bon, pour moi, c'est le mot le plus important que Blanchot ait écrit sur Rilke. Ici-bas, c'est ici-bas. Que la mort est un au-delà que nous avons à apprendre, à reconnaître. Reconnaître, ce qui ne veut pas dire connaître, puisque vous savez bien que d'ailleurs, on reconnaît avant de connaître, en réalité. Comme dans le sentiment amoureux, on se reconnaît avant même de se connaître. C'est bien le principe du coup de foudre. Donc, qu'on reconnaisse ne veut pas dire qu'on connaisse. On est dans des modalités de pensée, pas dans des modalités de connaissance. C'est ici-bas que la mort est un au-delà, que nous avons à apprendre, à reconnaître, à accueillir, à promouvoir, peut-être. Mais j'aurais envie d'ajouter un tiret à promouvoir, parce que promouvoir, c'est aussi mouvoir, mobiliser au-devant, appeler dans le mouvement de la parole ou de l'image. Et puis, je saute quelques passages, quelques lignes, et Blanchot continue. Pourquoi alors n'avons-nous pas accès immédiatement à ce côté autre, à ce qui est la vie même, puisque la mort, c'est la même chose que la vie, mais de l'autre côté. À ce qui est la vie même, mais rapporté autrement, devenu autre, l'autre rapport. Vous voyez, pourquoi, et c'est une question, il n'y a pas de réponse, Blanchot pose la question, pourquoi n'avons-nous alors pas accès à ce qui est la vie sous un autre rapport? Ce qui nous empêche d'accéder à l'autre côté chez Rilke, qu'on peut quand même répondre à la question de Blanchot, ce sont apparemment les restrictions de notre condition humaine. C'est notre conscience, c'est notre raison qui nous détourne de l'ouvert. Ce qui fait dire à Heidegger de manière méprisante, mais alors quoi? Ça voudrait dire que chez Rilke, pour accéder à l'être, il faudrait redevenir des animaux? Bon, évidemment, il n'a rien compris. Nous sommes détournés chez Rilke, car nous n'avons pas la liberté de nous retourner vers l'ouvert. Et à ce jeu, la conscience humaine n'est qu'un leurre. Certes, elle nous permet d'imaginer ce qui est derrière nous quand nous avons le dos tourné. Je trouve ça chez Simone de Beauvoir, je ne sais plus dans quel ouvrage, mais à un moment donné, elle est enfant et elle est sur un bateau et elle se demande à quoi ressemble le monde quand elle a le dos tourné. Mais, d'une part, l'autre côté n'est pas derrière, avec beaucoup de guillemets, d'accord? Parce qu'il n'est pas spatialement situé, l'autre côté, par définition. Notre détournement est aussi un déroutement, une déroute à pouvoir accéder à l'autre côté. Et d'autre part, pourquoi c'est un leurre, la conscience? Parce que la représentation, l'imagination, nous replonge dans le face-à-face avec l'intimité de nous-mêmes. Ça, c'est une expression de Blanchot, l'intimité de nous-mêmes. C'est l'auto-réflexion de la manifestation à soi-même par soi-même de la conscience humaine. Et d'ailleurs, Blanchot poursuit,
Ce qui nous exclut de l'illimité, c'est ce qui fait de nous des êtres privés de limites. Vous voyez, ce qui nous exclut de l'illimité, c'est ce qui fait de nous des êtres privés de limites. En revanche, chez Rilke, et vous aurez remarqué que nous avons ces deux modalités chez Carax, parce que pour l'instant, il y a quand même quelqu'un à l'écran un peu différent dont je n'ai rien dit, c'est qu'il y a, parmi tous ces animaux, il y a un enfant. Et chez Rilke, toujours dans la même élégie de Duino, ce qui a accès à l'ouvert, c'est l'animal, mais c'est aussi, et Rilke l'ajoute tout juste après, l'enfant. L'enfant et l'animal. Chez qui le degré de conscience de soi est moindre. Eh bien, l'enfant et l'animal n'ont pas ces restrictions devant l'ouvert, précisément parce qu'ils peuvent moins que l'être humain et l'être humain adulte. Alors, ainsi faut-il, c'est le mot d'ordre de Rilke, qui le formule de manière différente dans sa poétique, mais qui est toujours un peu le même. Mais il faut, écrit-il toujours dans la 8e élégie, transformer notre manière d'avoir accès. Ce qui ne veut pas dire avoir accès à ce dont il n'y a pas d'accès. Comme je l'ai dit au tout début, l'iconologie ne se pose pas la question du quoi, du contenu, mais du comment. C'est-à-dire qu'il faut se transformer suffisamment pour être capable d'avoir accès à l'inaccès de ce qui n'est pas accessible. Car l'inaccès est donné, même si ce à quoi on n'a pas accès ne l'est pas. Il faut avoir inaccès. Dans un autre vocabulaire, c'est ce que j'appelle l'inimpossible. Vous voyez, ce n'est pas possible, ce n'est pas impossible, c'est inimpossible. D'ailleurs, il n'aura échappé à personne que impossible, ça ne veut pas dire le contraire du possible. D'accord ? Impossible, ça veut justement dire ce qui a lieu malgré tout, malgré toutes les bonnes raisons qu'on avait pu penser ou qu'on aurait voulu pour que ça n'ait pas eu lieu. Quand vous dites d'un enfant, enfin, tu es impossible, on n'est pas en train de lui dire qu'il n'est pas en train d'exister. Et qu'il ne peut pas exister. On n'est pas en train de l'effacer d'une région de l'être. On dit, c'est pas possible que tu sois comme ça, quoi. Donc tu es bel et bien comme ça, mais enfin tu es impossible, quoi. Bon. Donc il est possible d'avoir inaccès. Vous voyez, avoir inaccès, c'est ça l'idée. Vous voyez, l'opposition, c'est pas avoir accès ou ne pas avoir accès. Non, il y a des moyens d'avoir inaccès. Et le film de Carax, il se termine sur ça. Il se termine sur cette béance, il se termine sous cette ouverture. Alors il vous met tout ça dans une espèce de kitsch, rose bonbon sucé. Bon, ça c'est pour détourner l'attention, parce que ça c'est Carax, vous voyez. Bon, ça, mais fondamentalement, là il y a de la métaphysique à l'état pur. Vous voyez, enfin, il faut vraiment dépasser cette colorimétrie un peu exaspérante. Et comment faut-il faire, dit Carax, parce que je rebascule chez Carax, comment faut-il faire ? Eh bien, il faut regarder les images comme des singes. Voilà. Et quand vous faites ça, au bout du bout, d'abord vous commencez par être mort, puis, vous voyez, c'est les spectateurs du début, et puis ensuite vous finissez par être des singes. Voilà. C'est dans ce sens-là que ça va. Vous allez de la mort à l'être singe. Ça, c'est votre aventure, c'est la totalité de votre aventure cinématographique. Vous n'irez jamais au-delà. Vous voyez, ça, c'est le plus loin de ce à quoi vous pouvez avoir accès. Rilke continue, d'ailleurs, je vous donne encore quelques éléments rilkéens. Il dit « Toujours est là le monde, toujours est là le monde, jamais ce rien sans lieu, nirgends ohne nicht, jamais le rien sans lieu, ce nulle part. » Donc, c'est un nulle part, c'est un rien qui n'a pas de lieu. L'inaccès ne peut qu'infiniment s'absenter dans son inaccès. Nul contre-champ dans Holy Motors ne pourra être proposé à notre regard signesque. Et d'ailleurs, il n'y en a pas. Comment pourrions-nous comprendre ce qu'est l'inaccès ? Nous ne pouvons que brièvement nous détourner de notre détour et espérer apercevoir, comme j'espère moi-même
vous en avoir fait saisir ou appréhender quelques intuitions avec cet extrait. Espérer apercevoir en contre-bande, en contre-bande, aurais-je envie de dire, pour insister sur la bande filmique, la bande pelliculaire, quelques traces lumineuses avant qu'elle ne s'effondre dans la réalité et que le film se termine. Voilà. Comme moi, pour ce matin. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces propositions théoriques très riches, très suggestives. Je vous propose qu'on fasse une pause avant de lancer les échanges.